On se retrouve pour ce second cycle de webinaire. Le thème qui a été énoncé, donc RSE et conformité. On va aborder les évolutions et les perspectives de normes et standards de durabilité et leurs impacts sociétaux en Afrique. C'était le thème que vous aviez sélectionné en début d'année lorsque on vous avait sollicité pour sélectionner les deux thèmes de cycle. Donc voici le deuxième. Peut-être pour rappeler pour les nouveaux le format, on est ensemble là pendant 1h50 avec deux intervenants et un modérateur, un intervenant plus expert sur le sujet et un exemple concret ensuite. Et en seconde partie de webinaire, on aura à peu près 30 minutes de questions-réponses. On vous permettra déjà tout d'abord de poser vos questions dans le chat tout au long des interventions, mais aussi d'activer votre micro et de pouvoir poser vos questions. Donc c'est plutôt dédié à poser les questions plutôt que de faire quelconque appréciation. Ça sera sur la deuxième partie du webinaire. Et peut-être rappeler aussi que ce webinaire est financé par l'Agence française de développement depuis plusieurs années pour RSE et développement. Je tiens aussi à rappeler que ce webinaire est co-organisé avec nos partenaires de Copil, ce qui m'amène à vous présenter notre modérateur de cette session, Willy Cédric Foumina, qui est un des membres du Copil de RSE et développement depuis 2021, consultant indépendant en responsabilité sociétale des organisations. Il a contribué à l'organisation de ce cycle et précisément avec Placide, l'organisateur de ce premier webinaire. Il intervient depuis Yaoundé au Cameroun et travaille sur les questions de gouvernance et de développement durable en Afrique en tant que consultant. Voilà, je laisse maintenant la parole à Cédric. Bonne écoute et bon webinaire à tous. Bonjour tout le monde, bonjour Anne-Sophie, bonjour Ine, bonjour Laurent, bonjour à tous nos intervenants et à tous les participants, toute la communauté RSE et PED. Juste d'abord commencer par dire merci pour la confiance de RSE et PED. Merci aux intervenants pour leur disponibilité et leur engagement à partager leurs connaissances et leur expérience relativement au thème qui nous rassemble ce matin. Évolution et perspectives des standards internationaux de durabilité dans le cadre du second cycle de webinaire de 2023 de RSE et PED. Donc, nous remercions également, bien sûr, toutes les personnes qui participent de manière directe ou indirecte à permettre à ce que ce webinaire puisse être opérationnel, que ce soit les entreprises ou les organisations non gouvernementales. Nous remercions donc bien sûr tous les participants présents pour leur assiduité et leur confiance avec RSEPD. Donc, en quelques mots, le thème, nous le rappelons une fois de plus, évolution et perspectives des standards internationaux de durabilité. Il sera question pour les intervenants, suivant notre modération, de présenter les évolutions récentes de la dynamique de responsabilité sociétale dans le monde, avec un focus sur l'Union européenne et sur l'Afrique, particulièrement la zone OADA. Nous essaierons de vous présenter quelques éléments avec humilité, honnêteté et simplicité, compte tenu de quelques limites, notamment le temps imparti, à la fois pour la préparation et la communication de ce webinaire, et bien sûr en mobilisant votre sagesse, notre sagesse collective à toute la communauté. Donc, notre webinaire va se dérouler comme suit. D'abord, nous aurons l'intervention du docteur Sena John Aye, que je vais présenter tout de suite. Après, nous effectuerons une brève synthèse de son intervention et une transition avec l'intervention du deuxième intervenant, M. Daouda Alain Bamba. Enfin, nous ferons une brève synthèse des deux interventions. Et enfin, nous pourrons commencer la phase d'échange durant laquelle vos questions seront bien sûr les bienvenues. Mais d'emblée, vous pourrez, pendant le chat, pendant l'exposé, poser vos questions dans le chat afin que nous les recueillons au fur et à mesure. Donc, qui est Dr Sena John Aye? En quelques mots, bon, comme vous le comprenez, c'est
un universitaire qui a rédigé sa thèse de doctorat sur le contrôle de gestion et la RSE. Il accompagne les entreprises depuis plusieurs années, d'abord sur les questions de comptabilité et depuis quelques années sur les questions de responsabilité sociétale des entreprises. Il est basé en France et durant ce webinaire, il nous présentera simplement l'évolution récente au niveau de l'Union européenne des standards internationaux de durabilité, avec les impacts et les perspectives à la fois pour la fonction d'expertise comptable, mais aussi en introduisant un peu tous les impacts sur la zone Afrique. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Dr Sena John Aye, que je remercie encore une fois pour sa disponibilité. À ma montre, il est 11h08, donc le docteur Sena aura entre 20 et 25 minutes maximum pour présenter le contenu de ce qu'il a préparé pour nous. Merci et bienvenue, docteur Sena John Aye. Alors, Monsieur Sena, est-ce que vous nous entendez? Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, là, je vous entends. Allez-y. Ok, donc je disais en préambule de ma présentation qu'effectivement, je suis béninois d'origine et que je vis en France depuis une quinzaine d'années. Et donc, je suis observateur, analyste sur les sujets de la RSE depuis une dizaine d'années, comme enseignant-chercheur et puis plus récemment comme consultant formateur sur ces différents sujets. Donc, j'aurai la joie ce matin de partager avec vous quelques éléments de la mutation qui se passe actuellement, notamment au niveau de la directive qu'on appelle la directive CSRD et des implications que ça pourrait avoir sur la RSE dans les pays africains, dans les pays en développement. Donc, un petit élément de contextualisation déjà pour expliquer le pourquoi des évolutions en matière de RSE. C'est le projet, ou en tout cas le pacte vert qui a été lancé en 2019. Donc, il y a une ambition politique au niveau de l'Union européenne qui s'est exprimée justement de manière formelle à travers ce pacte vert-là et qui a guidé toute la mandature de la Commission européenne actuelle. Et l'ambition, elle est claire, c'est pour l'Union européenne de devenir une puissance économique neutre au niveau des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050, donc en conformité avec l'accord de Paris de 2015. Donc, il y a une volonté voilà, de financer, d'accompagner le développement de toutes les technologies qui vont être plus vertueuses pour l'environnement et donc de se positionner comme leader sur ce sujet-là. Et donc, on a quelques ordres de grandeur en termes de financement mobilisé. Donc, on parle de 1 000 milliards d'euros d'investissement durable, de 30% du budget européen. Donc, il y a tout ce contexte-là qui a généré une inflation de normes, de réglementations sur la RSE et sur la manière dont les entreprises sont invitées à mettre en œuvre cet aspect-là. C'est vraiment un élément sur lequel j'insiste parce qu'en fait, ça matérialise, comme on le voit dans la slide suivante, en fait, une mutation au niveau du paradigme même de la RSE. En fait, dans les années, jusqu'aux années 2000-2010, en fait, on était vraiment dans une logique de RSE volontaire principalement. Donc, c'est la prise en charge de manière volontaire par les entreprises des enjeux sociaux et environnementaux liés à leur activité. Donc, on a des illustrations, c'est le pacte mondial, c'est la norme ISO 26000, c'est les principes directeurs de l'OCDE. Et puis, progressivement, il y a la volonté politique
justement d'accélérer en matière de transition socio-écologique. Et il y a aussi un autre enjeu sous-jacent, c'est la volonté de réorienter une partie importante des financements, donc la volonté de faire monter en puissance tout ce qui est lié à la finance durable. Et donc, pour justement faire monter tout ce qui est lié à la finance durable, on a besoin de plus en plus d'informations comparables, d'informations exhaustives, d'informations pertinentes sur les réalisations effectives des entreprises, sur les enjeux environnementaux et sociaux. Et donc, cette volonté d'avoir une information beaucoup plus pertinente, beaucoup plus fiable, beaucoup plus cadrée, s'est traduite par l'émission de nouvelles règles, justement, qui ont pour vocation d'accompagner la formalisation des enjeux RSE ou de la manière dont les entreprises déploient ces enjeux RSE-là. Et donc, par exemple, on a quelques exemples, c'est la première directive donc, de 2014 sur la communication des informations extra-financières qui a donné lieu en 2017 à la DPEF. On a plus récemment la directive SFDR qui oblige justement les acteurs de la finance à publier un certain nombre d'informations financières sur leur contribution au développement voilà, de tout ce qui va être technologie verte, technologie en phase avec le plan, justement, le Green Deal européen. Et pour accomplir leur mission, en fait, les banques ont besoin des informations produites par les entreprises. Donc, pour cadrer ces informations-là, pour permettre une meilleure qualité de ces informations-là, on arrive en 2022, décembre 2022, à la directive CSRD. Donc, CSRD, c'est Corporate Sustainability Reporting Directive, donc la directive sur le rapport de durabilité des entreprises. Et donc, ce rapport, cette directive-là va constituer une mutation profonde dans la manière dont les entreprises réalisent jusqu'à présent, les entreprises européennes, les entreprises qui seront concernées, dans la manière dont elles vont déployer leur démarche RSE. On va pouvoir en parler un peu en détail, un peu plus loin. Et puis, on a d'autres acteurs à l'international qui se sont justement, dans la dynamique européenne, saisis du sujet. Donc, c'est la fondation IFRS qui est un organisme normalisateur international, principalement sur les questions comptables et financières. Et donc, dans la dynamique de l'Union européenne, ils se sont saisis aussi du sujet de la durabilité. Et donc, en 2023, ils ont produit deux normes, une norme générale, un peu pour présenter le cadre des informations qu'eux, ils conçoivent comme informations de durabilité, et une norme sur justement les informations en matière de transition climatique, donc une norme plutôt sur la performance au niveau de la prise en compte des enjeux climat. Donc voilà, donc on voit dans la dynamique de l'Union européenne la volonté d'aller vers une réglementation beaucoup plus forte. Et avant de faire un focus sur la directive CSRD, je voudrais donner deux illustrations complémentaires en fait de la manière dont progressivement on est en train donc d'aller vers une réglementation beaucoup plus forte de tout ce qui est démarche RSE. C'est en 2019, à travers la loi Pacte, la modification de l'article 1833 du Code civil qui définit l'objet social d'une société. Et donc, dans la nouvelle définition, implicitement, on dit que une société est gérée dans le cadre de son intérêt social, mais en prenant en compte aussi les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Donc, toutes les sociétés, de fait, sont censées prendre en compte les enjeux environnementaux et sociaux liés à leur activité. C'est une obligation, c'est dans le Code civil. On a aussi une autre illustration, c'est depuis 2017, justement, la loi sur le devoir de vigilance qui oblige cette fois-ci les très grandes entreprises, donc plus de 5000 salariés en France, à rester à mettre en place un plan de vigilance dans le cadre de leurs relations avec leurs fournisseurs ou les acteurs importants sur leur chaîne de valeur. Donc voilà,
depuis plusieurs années, on a quand même une augmentation, voilà, de tout ce qui est réglementation pour pousser les entreprises à prendre en compte leurs enjeux, les enjeux environnementaux et sociaux de leur activité. Et donc, la réglementation qui constitue l'activité aujourd'hui, c'est la directive CSRD, donc, qui a été adoptée en décembre 2022 par la Commission européenne. Ce qui est nouveau avec cette directive CSRD, c'est que on a le cadre général qui est posé dans la directive et on a tout ce qu'on va appeler un manuel d'application de ce cadre général-là que vont constituer les normes ESRS. Donc, les normes ESRS, ça va être les normes pour réaliser le reporting de durabilité. Et donc, ces normes-là ont été préparées par un organisme technique qui s'appelle l'EFRAG. Et l'EFRAG, il était chargé jusqu'à présent de produire les normes comptables et financières. Et donc, l'EFRAG a reçu le mandat de la commission de faire un travail de fond. Et ce travail a duré presque plus de 3 ans. Un travail de fond pour produire des normes, justement, consistantes pour pouvoir produire des informations de durabilité. Et donc, ces normes ESRS ont été adoptées par la Commission européenne en 2023, en juillet, et il y avait un processus politique qui était en cours, donc il devait y avoir une validation par le Parlement européen et après par le Conseil européen. Et donc, c'est tout récent. Hier, on a eu justement le vote du Parlement européen sur le sujet. Et pour montrer que ce n'est pas un sujet facile, il y avait une catégorie justement de députés européens qui voulaient justement que la Commission retravaille la norme parce qu'eux, ils considéraient qu'effectivement, elle demandait trop de travail, de lourdeur administrative, trop d'investissement pour les entreprises. Et bon, malheureusement, ou en tout cas heureusement pour le travail, en tout cas de l'EFRAG et la ligne directrice, à savoir le Green Deal, la Commission européenne, les députés ont validé les normes telles qu'elles ont été proposées. Donc, le processus suit son cours et donc en décembre 2023, on va avoir la transposition de la directive dans le droit français et à partir de janvier 2024, les premières entreprises, donc les entreprises de plus de 500 salariés qui étaient soumises à l'ancienne directive des PEF vont entrer dans l'application de la CSRD et des normes ESRS. Et progressivement, il va y avoir en 2025 des entreprises de plus de 250 salariés. Initialement, c'était plus de 250 salariés, 20 millions de total bilan, 40 millions de chiffre d'affaires. Les seuils ont été modifiés parce qu'effectivement, il y a eu au niveau de la Commission européenne un travail de réajustement des seuils liés aux grandes entreprises. Donc, ce sera plus de 250 salariés, 25 millions de total bilan, 50 millions de chiffre d'affaires. Donc, ça réduit un peu le périmètre puisque initialement, on parlait de 50 000 entreprises européennes qui seraient soumises à ça. Et là, peut-être il va y avoir une réduction de 10% due à la modification des seuils. Et la réglementation donc, va entrer en vigueur progressivement, va toucher différentes structures d'entreprises jusqu'en 2028. Et ce qui est nouveau dans cette réglementation-là, c'est que avant, en France, la DPEF était déjà soumise à l'évaluation par ce qu'on appelle un organisme tiers indépendant. Ce principe a été généralisé au niveau de l'Union européenne. Donc, désormais, tous les rapports de durabilité devront faire l'objet d'une certification. Donc, certification dans un premier temps avec ce qu'on appelle une assurance limitée et puis après, dans un deuxième temps, à aller vers un niveau d'assurance un peu plus fort. Et donc, sur ce marché-là, on va y avoir deux types d'acteurs principalement, les commissaires aux comptes qui avaient déjà une prérogative en matière d'audit financier, donc ils vont avoir une prérogative en matière d'audit extra-financier, d'audit de durabilité, et d'autres acteurs qui pourront se positionner sur ce marché-là en respectant les critères
qu'on va appeler les prestataires de services d'audit indépendants. Et donc, voilà. Voilà, cette directive-là va entrer progressivement en application avec un pouvoir de contrôle de la part des commissaires aux comptes et des organismes indépendants qui vont se positionner. Et parallèlement, j'en parlais tout à l'heure, il y a le travail de normalisation au niveau de l'ISSB, il y a un travail de normalisation au niveau des États-Unis et au niveau de la Chine, mais c'est vraiment l'Europe qui tient le lead sur ce sujet-là. Et donc, après ces éléments de présentation, on va entrer en détail un peu plus sur les innovations qu'apporte la directive CSRD. Jusqu'à présent, lorsqu'on parlait de reporting extra-financier, intuitivement, on pensait directement indicateurs de performance, donc indicateurs de performance environnementaux, indicateurs de performance sociaux. La directive CSRD permet d'aller au-delà de cette vision indicateur. Là, effectivement, on rentre dans une logique où il faudra non seulement rendre compte des indicateurs de performance, mais aussi rendre compte de la démarche qu'on a mis en place, des actions qu'on a réalisées et du système de gouvernance qu'on met en place pour essayer de coordonner tout ça. Donc, le reporting, vraiment, c'est une restitution de tout ce qu'on a mis en place pour permettre à l'entreprise de prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux liés à son activité. Et donc, un principe fondamental au cœur de la démarche CSRD, ça va être le principe de double matérialité qui fait couler beaucoup d'encre parce que finalement, il est débattu, en tout cas, il est source de débat entre l'ISSB et les FRAC, entre donc, le normalisateur international. Et donc, ce principe de double matérialité, il postule que l'entreprise doit réaliser sa démarche RSE et dans le cadre de sa démarche RSE, elle doit rendre compte des impacts que l'environnement a sur elle, mais aussi des impacts qu'elle a sur l'environnement. Donc, il y a vraiment un double sens dans la reddition des comptes. Quels sont les impacts des enjeux sur ma performance économique et financière et quels sont les impacts de mon activité sur mon écosystème, sur la nature, sur les populations, sur la société. Voilà. C'était un principe qui existait déjà, mais la CSRD en fait un principe fondamental, un principe central. En fait, la réalisation de la démarche va passer par l'application systématique de cette double matérialité à tous les niveaux. Le deuxième élément lié à la démarche CSRD, dans la slide suivante, donc, c'est la notion de modèle d'affaires durable. La réglementation précisait déjà que l'entreprise devait aller vers un modèle d'affaires durable. Mais ici, avec la CSRD, on a des critères précis qui permettent de caractériser la durabilité de ce modèle-là. Donc, il faut justifier que le modèle est résilient, il faut justifier qu'on a pris en compte tous les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance, il faut justifier qu'on a réalisé un plan pour montrer que notre activité est compatible ou en tout cas va réduire ses émissions de GES pour être en phase avec l'accord de Paris, il faut prouver qu'on prend en compte les attentes des parties prenantes et qu'on met en œuvre. Voilà. Donc là, on va être vraiment, la directive propose des critères précis pour évaluer la durabilité du modèle économique, ce qu'on n'avait pas dans la réglementation précédente. Autre point, la directive impose désormais aux entreprises qui sont assujetties, donc dans la slide suivante, on voit que la directive impose la nécessité pour l'entreprise de réaliser ce qu'on appelle un plan de réduction de ces émissions de gaz à effet de serre. Donc, toutes les entreprises qui seront soumises à cette directive-là devront réaliser ce plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, ce plan de réduction, non seulement ils doivent le faire, mais ils doivent dire, ben, finalement, à horizon 2030, voilà, nous, les réductions qu'on va faire. À horizon 2050, voilà les réductions qu'on va faire pour être en phase justement avec le plan Green Deal européen. Et
Autre élément que la directive impose, c'est que, si possible, que ce plan-là soit validé par un organisme externe scientifique. Voilà. Donc, il ne s'agit pas juste de dire, ben, finalement, voilà, nous, nos objectifs, prenez-les comme ça. Non, il faut venir, si possible, avec justement une déclaration qui prouve qu'il y a des experts scientifiques qui ont validé la qualité de ce plan-là. Donc, ça, c'était la slide nouveauté CRCRD 3. On va passer à la slide suivante. Donc, nouveauté CRCRD numéro 4, c'est que la directive impose de justifier le rôle que vont jouer les organes de gouvernance. Voilà. Il faut justifier désormais que les organes de gouvernance, conseil d'administration, comité d'audit, comités divers au niveau de la gouvernance, ont des compétences et ont des responsabilités au niveau de la mise en œuvre de la démarche. Donc ça, c'était déjà quelque chose qui était sûrement fait dans les entreprises, mais qui n'était pas forcément systématiquement reporté dans les rapports de durabilité. Là, il faudra en parler et en parler de manière très claire. Nouveauté numéro 5, jusqu'à présent, on avait des systèmes de bonus, des systèmes d'incitation sur la performance économique, sur la performance financière, etc., etc. Là, il faudra préciser si on a mis en place des objectifs environnementaux et sociaux et si justement il y a des systèmes d'incitation, systèmes de bonus, des packages associés à ces indicateurs. C'est pour voir comment l'entreprise motive ses cadres pour atteindre des objectifs de durabilité. Donc ça, c'est une nouveauté qu'apporte la démarche. Nouveauté numéro 6, c'est l'analyse de la matérialité. Donc l'analyse de la matérialité, c'est l'identification des enjeux significatifs auxquels l'entreprise va répondre dans le cadre de sa démarche extra-financière. Généralement, c'était fait, mais dans le rapport de durabilité, on ne rendait pas forcément compte de comment on a réalisé cette analyse de double matérialité-là. Là, il faudra rendre compte de ça. Et sur ce point-là, puisque ça va être un point vraiment central, la justification des enjeux environnementaux et sociaux qu'on a retenus dans le cadre de la démarche, il y a l'EFRAG qui est actuellement en train de préparer un guide pour accompagner les entreprises dans la réalisation de l'analyse de double matérialité, puisque ça, ce sera un point qui sera systématiquement revu par les commissaires aux comptes, par les organismes indépendants, puisque toute la démarche découle de cette analyse préalable-là. Donc, point vraiment central à suivre de près. Septième innovation, donc là, c'est un élément qui existait déjà, mais il faudra être très vigilant là-dessus, c'est que l'entreprise doit préciser clairement quels sont les plans d'action, quelle est la politique qu'elle a identifiée sur ces enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance significatifs. Point très important, avant, le texte ne précisait pas de rendre compte justement des politiques en matière de gouvernance. Là, clairement, la gouvernance a été introduite dans les questions de durabilité et donc il faudra préciser ce qu'on a mis en place, quels sont les mécanismes de gouvernance qu'on a identifiés, qu'on va justement voir. Innovation numéro 8, c'est donc les fameuses normes qui sont de véritables manuels d'application, hein, des manuels qui détaillent de manière précise comment on rend compte sur les différents thèmes liés aux enjeux sociaux et environnementaux. Et on voit, il y a deux normes qui sont des normes transversales et que toutes les entreprises devront appliquer. C'est la ESRS 1 et la ESRS 2. Et après, il y a des normes thématiques sur les enjeux environnementaux. Donc, il y en a 5. Il y a des normes thématiques sur les enjeux sociaux. Il y en a 4. Et il y a une norme sur la question de la gouvernance. Et donc, il y a des obligations de reporting liées à l'application de ces normes-là. On pourra revenir là-dessus dans les échanges. Donc, ces normes-là vont jouer un rôle capital dans le déploiement de la CSRD et dans la structuration des démarches RSE des entreprises concernées et des entreprises qui entrent dans la chaîne de valeur, puisque je ne l'ai pas précisé,
l'analyse de matérialité va porter sur toute la chaîne de valeur, pas seulement sur les entreprises ou les filiales, mais vraiment sur tous les acteurs significatifs de la chaîne de valeur. Donc, les fournisseurs seront concernés et notamment tout ce qui est fait au niveau des consommateurs pour réduire les impacts environnementaux et sociaux. Nouveauté numéro 9, c'est que la norme précise de manière claire la structure d'un rapport de durabilité. Voilà. Donc, désormais, Docteur Sena, nous vous prions d'accélérer un peu, s'il on vous va plaît, avoir docteur Sena. trois parties principales, information générale, environnementale, sociale et de gouvernance. Et on sait qu'à chaque niveau, où est-ce qu'on va chercher les informations, les USRS concernent. Donc, après cet exposé sur justement les nouveautés, on se doute que ça va avoir des implications. Et donc, les implications, c'est la montée en exigence justement au niveau des démarches RSE. Tous les services RSE et les directions financières européennes sont focalisées sur ce sujet-là actuellement. Et donc, ça va avoir un impact sur les filiales. Les filiales des multinationales dans les pays en développement vont être directement impactées par la mise en place de la directive CSRD. Donc, ça va se passer par l'analyse de matérialité sur les actions, sur les modalités de collecte des données. Les fournisseurs, ils vont être de plus en plus interpellés. Je pourrais donner des exemples de ce qui se passe actuellement, notamment au niveau des fournisseurs, mais de plus en plus, on devra demander aux fournisseurs de prouver ce qu'ils mettent en place au niveau environnemental et social pour justement contribuer à une chaîne de valeur beaucoup plus vertueuse. Il y a aussi la finance responsable qui va monter en puissance puisque c'est l'enjeu principal, en tout cas un des enjeux principaux liés à cette directive-là. Donc, pour finir, quelques implications. On voit clairement que la directive va entraîner un pouvoir, en tout cas un rôle beaucoup plus important des professions comptables, notamment des commissaires aux comptes, mais aussi des experts comptables qui vont se positionner comme accompagnateurs des entreprises dans la prise en charge de ces enjeux environnementaux et sociaux et dans le déploiement de la directive CSRD. Donc, on peut se poser la question de comment les professionnels comptables, experts comptables, commissaires aux comptes, dans l'espace EADA, dans les pays en développement, vont pouvoir se saisir de cet enjeu-là pour accompagner les filiales de multinationales, pour accompagner les fournisseurs qui vont être de plus en plus sollicités par les donneurs d'ordre sur ces questions. Dans l'espace WADA, il y a quelque chose qu'on appelle la note 35, qu'on inclut dans l'alias fiscal. La question, c'est est-ce que ce dispositif-là, il est connu des experts comptables? Est-ce qu'il est appliqué? Est-ce qu'il est déployé? Est-ce qu'il crée déjà une dynamique de transformation? Donc voilà, il y a ces questions-là qui se posent. Deuxième enjeu au niveau des pays en développement, c'est effectivement la montée en puissance de tout ce qui est action de formation, parce que là, on est tous sur le pied de guerre dans les pays européens pour porter la bonne parole de la CSRD, des ESRS. Je pense que la dynamique doit se poursuivre ou doit s'amplifier aussi dans le cadre des pays en développement, puisque tout le monde sera impacté de manière directe ou indirecte. Donc, quid des dynamiques de formation, quid des positionnements des États dans la prise en compte de ces mutations. Voilà donc les principaux éléments que je voulais partager en termes de mutations réglementaires et des impacts que ça pourrait avoir sur les pays en développement. On pourra échanger plus en détail sur les éléments si vous le voulez bien. Je vous remercie de votre attention.